Regarde, il est trop mignon là avec sa petite bouille, il vient d'avoir 5 mois. Bon, il dort pas encore de ouf, mais on espère, ça va venir. Il est trop mignon. C'est trop dommage que la dette française, c'est lui qui va devoir la payer, quoi. Hein? Mais non, quoi? Pourquoi? Si, clairement. La France, elle a une dette, il faut rembourser la dette, et ce qu'on rembourse pas maintenant, c'est ton fils qui va devoir payer. C'est comme ça. Mais non, mais ça marche pas comme ça. La dette de la France, elle est remboursée actuellement. Enfin, je veux dire, elle a jamais pas été remboursée. À chaque fois que quelqu'un prête à la France rembourse systématiquement, tout le temps. Bah non, puisqu'on a 3000 milliards de dettes actuellement. Mais non, mais c'est refinancé. Refinancé. Bah oui, refinancé. En fait, quelque part, la dette, c'est hyper intéressant quand on a des sous de côté. Parce que tu peux acheter la dette de la France et hop, comme ça, tu gagnes 3% tous les ans. En fait, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens qui sont sur les plateaux télé, là, les soi-disant financiers, ils s'excitent sur la dette parce que c'est un super placement financier. Hein, pour leur assurance vie, là, c'est génial d'avoir de la dette. Vous avez rien compris à ce qu'il a dit? Vous en faites pas, on va tout vous expliquer. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé à 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Bon, la dette. C'est pas un sujet nouveau. Littéralement toute ma vie, aussi longtemps que je me souvienne, sur les plateaux télé, lorsqu'on parle de la dette française, le discours c'est « on est trop endetté, il faut réduire la dette, sinon conséquence ». Et pourtant, nous voilà en 2025 et c'est toujours le même discours. Oui, la dette de la France dépasse désormais 3300 milliards d'euros, 113% du PIB. Là aussi, c'est un record. Au troisième trimestre, en seulement 3 mois donc, elle a gonflé de plus de 70 milliards d'euros. Et lorsqu'on dézoome, la trajectoire est à peine croyable. Le montant de la dette a tout simplement triplé sur les 20 dernières années. Il ressemble à ça, le dézoom. Effectivement, en valeur, la dette française n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 2000. Alors en vrai, ça augmente depuis bien avant ça. Ouais. Et si vous vous posez la question, en pourcentage du PIB aussi, on a une belle courbe croissante. Ah, et, du coup là c'est chaud. Hein. Et t'es pas au bout de tes peines parce que, tiens-toi bien, pire que tout, on fait moins bien que nos voisins européens. Olivier, vous êtes inquiet. Depuis jeudi dernier, la France s'endette plus cher que l'Espagne, un coût supérieur. Oui Dimitri, il faut commencer par rappeler que le taux d'intérêt, c'est 2 choses. C'est le prix du temps et le prix du risque. Le prêteur intègre dans le taux demandé la probabilité que le débiteur fasse défaut. Et nous sommes passés à cette occasion devant le Portugal. Jeudi dernier, c'est désormais l'Espagne que nous avons dépassé. Alors qu'est-ce que ça signifie? La qualité de la signature française se détériore. Avoir des titres de dette qui inspirent moins confiance qu'eux n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'on peut dire, là encore factuellement, que la France, alors pas un cancre, mais est un mauvais élève d'Europe sur les questions de déficit, d'endettement? Alors là, la réponse est clairement oui. Bon voilà, comme d'habitude, il n'y a rien qui va, on est des cancres. Ouais, et évidemment, vous savez bien ce qui se passera si on ne rembourse pas notre dette. C'est quoi cette dette? C'est quelque chose que nous allons léguer à nos enfants. Quand on est à une famille, on ne veut pas léguer des dettes à ses enfants, on veut leur léguer un petit peu de bien, un petit peu de patrimoine quand on en a. Et nous, on va léguer 3000 milliards de dettes à nos enfants. C'est insupportable. Eh ben tu vois, je te l'avais dit, hein. Et c'est pas n'importe qui le dit là, hein. C'est notre ministre de l'économie. En tout cas, au moment où on tourne. Si on ne rembourse pas notre dette, alors ce seront nos enfants qui vont payer. Donc bon, j'espère juste que ton petit bout sera milliardaire parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah, c'est vrai que si c'est le ministre qui le dit, hein, il doit s'y connaître. Bon, en fait, il n'y a rien qui va là-dedans. Ça marche pas comme ça. Vos enfants n'auront jamais besoin de rembourser la dette avec leurs impôts, tout comme vous n'avez pas eu besoin de le faire, vos parents non plus, vos grands-parents non plus, enfin personne, quoi. Jamais personne et nulle part dans le monde. Bon, mais pour bien comprendre ça, il faut reprendre les bases. La dette, c'est quoi? C'est la somme des déficits publics du passé. C'est la somme des découverts du secteur public, si vous voulez. Tous les ans, il y a un budget de l'État et plus généralement des administrations publiques. Donc, administration publique, ça veut dire la Sécu, les collectivités locales, départements, régions, communes et l'État. Des recettes d'un côté, des dépenses de l'autre. Or, depuis 1967, le budget du secteur public, pris dans son ensemble, est systématiquement dans le rouge. On enchaîne les découverts. Et donc, tous les ans depuis 1967, le découvert qui nous manque, on l'emprunte. Et si on met les uns par-dessus les autres tous les dominos de déficit accumulés depuis 60 ans, plus les intérêts qu'on accumule aussi, on tombe sur le montant de la dette publique de la France, 3100 milliards d'euros, fin 2023. Si les administrations publiques sont en déficit tous les ans depuis 1967, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la France ne rembourse en fait jamais sa dette ?
Il y a un moment donné, nous, on est bien obligés de rembourser nos dettes à titre personnel. Donc, on ne pourra pas comprendre et entendre que l'État ne le fait pas. Mais l'État rembourse, bien sûr qu'il rembourse. Il est d'ailleurs le meilleur payeur de France. Il a une agence dédiée à la gestion de sa dette qui s'appelle l'Agence France Trésor et qui ne rigole pas avec les remboursements. Ça se fait rubis sur l'ongle. Alors, comment c'est possible d'emprunter tous les ans, mais aussi de rembourser tous les ans ? Imaginez que vous venez d'emprunter 100 à Jacques. Quand vient le moment de le rembourser, vous empruntez 100 à Paul. Et vous utilisez les 100 du dernier pour rembourser le premier. Ça s'appelle rouler ou refinancer sa dette. Absolument tous les États du monde font ça, et la plupart des grandes entreprises le font aussi. Donc, si l'État, ou les grandes entreprises aussi, ne se débarrassent jamais de leurs dettes, puisqu'elles sont refinancées année après année, il n'empêche que ces dettes sont bel et bien remboursées. Ceux qui prêtent récupèrent systématiquement leurs sous à la fin de la période définie. Pour la dette française, c'est en moyenne tous les 8 ans qu'on récupère sa mise. Donc, il est complètement faux de dire que nos enfants devront rembourser la dette publique avec leurs impôts. Bien sûr que non. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que les plus riches de nos enfants, ceux qui auront réussi à mettre de l'épargne de côté, pourront choisir d'investir dans la dette publique. La dette publique, ce n'est pas du tout un fardeau pour la population, c'est un placement pour ceux qui ont de l'épargne. Alors attention, là vous êtes sûrement en train de vous dire que ça ressemble à une pyramide de Ponzi en fait ce truc. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. Voilà, un genre de mécanisme qui prend de l'ampleur au fil des années et qui est donc nécessairement insoutenable. Sauf qu'en fait, non. D'abord, il faut bien comprendre que le budget d'une grande entreprise ou d'un État ne se gère pas du tout comme celui d'un ménage. Si vous ne pouvez pas rouler votre dette, enfin en tout cas pas pour l'éternité, c'est simplement parce que vous, je suis navré de vous le dire, vous allez mourir un jour. Et il faut avoir remboursé avant de passer de l'autre côté. Comme les entreprises et les États n'ont pas de date de péremption, eux, ils peuvent rouler leur dette ad vitam aeternam. L'autre objection, c'est de croire qu'on pourrait un jour manquer de prêteurs. On emprunte à Jacques, puis à Paul, puis à Pierre, mais qu'est-ce qui se passe quand on a appelé tout le monde ? Sauf qu'en fait, on n'aura jamais appelé tout le monde, parce que c'est un mécanisme qu'il faut penser dans le temps. On emprunte à Paul pour rembourser à Jacques, mais en fait Paul il a 40 ans et Jacques 70. Et quand il faut rembourser Paul, on demandera au petit-fils de Jacques. Et quand il faut le rembourser lui, c'est la petite-fille de Paul qu'on va voir. Bref, une génération de prêteurs en remplace une autre. Et ça fait 60 ans que ça dure. Finalement, c'est un peu comme les retraites. Les cotisations des jeunes payent pour les retraites des vieux. Sauf que dans le cas de la dette, c'est plutôt on emprunte aux épargnants d'aujourd'hui pour rembourser les épargnants d'hier. Encore une fois, la dette c'est un placement financier. Du moment que la quantité d'épargne reste suffisante, le mécanisme n'a aucune raison de s'arrêter. Et c'est pas une pyramide parce qu'il ne faut pas sans arrêt plus de monde pour rembourser. Une génération d'épargnants en rembourse une autre. Par contre, c'est vrai que la dette, elle grimpe tous les ans. 1000 milliards en 2003, 2000 milliards en 2013, 3000 milliards en 2022. Il faut de plus en plus de milliards pour la refinancer. C'est parce que tous les ans, il y a un déficit de plus qui s'ajoute à la pile. C'est vrai que du coup, ça fait un peu comme une pyramide finalement. Mais donc, question, est-ce qu'on risque pas un jour de manquer d'argent ? Et là, il y a deux manières de répondre. La première, c'est de vous rappeler que les banques privées créent la monnaie. Donc l'État emprunte sur des marchés financiers. On y retrouve deux grands types d'acteurs, donc des banques et des gestionnaires d'épargne. Souvent la vôtre d'épargne si vous avez une assurance vie. On le répète jamais assez, l'assurance vie, c'est pas une assurance décès, c'est un placement boursier. Votre argent est échangé contre des titres financiers. Donc les gestionnaires d'épargne, ce sont des entreprises financières qu'on appelle sociétés de gestion, et dans lesquelles on retrouve des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement, des fonds d'assurance vie, bref. Les noms sont différents parce qu'ils n'achètent pas exactement les mêmes produits financiers, mais il n'empêche que tout ça, ce sont des financiers qui font mumuse avec les sous des épargnants, qui ont signé un contrat avec eux. Et donc, sur les marchés financiers, on trouve aussi des banques qui, elles, même si c'est contre-intuitif, ne jouent pas avec l'épargne existante, elles jouent avec une planche à billets. Voilà, ça veut dire que quand l'État emprunte sur les marchés financiers, d'un côté, il va chercher de l'épargne qui existe quand il emprunte à des fonds, mais de l'autre, quand il emprunte à des banques, il participe par son déficit à la création monétaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tant que les banques sont dans le game de prêter à l'État, et en fait il y a des raisons structurelles qui font qu'elles ont énormément d'intérêt à y rester, il n'y a aucun risque de manquer d'argent. Parce que les banques fabriquent de la nouvelle monnaie quand elles prêtent, que ce soit à l'État
l'État ou à n'importe qui d'autre. Là, il faut sûrement préciser que quand l'État emprunte sur les marchés financiers, il n'a aucun moyen de savoir à l'avance s'il va recevoir de l'argent de l'épargne ou bien de la nouvelle monnaie créée par les banques. Le mécanisme, c'est que l'État fait une demande de financement à tous les acteurs du marché, les acteurs répondent, en général ils surrépondent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à fournir plus de financement que ce que l'État demande, et ensuite France Trésor fait une petite sélection, et voilà le travail. Donc non, il y a très peu de chances de manquer de sous pour rouler la dette parce qu'on a les banques et leurs planches à billets. Mais vous pourriez vous dire, est-ce que c'est pas un peu bancal de se reposer sur une imprimante là ? Est-ce qu'il faudrait pas mieux favoriser l'épargne quand on emprunte ? L'argent qui existe déjà. Puis aussi, même si on a toujours de quoi emprunter, est-ce que c'est pas une mauvaise chose de voir la dette publique augmenter constamment comme ça ? Alors, c'est des questions qui pourraient nous emmener très loin, on va essayer d'aller au plus simple. L'enjeu de ces questions, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Après tout, qu'est-ce qui définit le niveau d'endettement de qui que ce soit ? Si je vous dis que j'ai une dette de 1 million d'euros à rembourser, c'est beaucoup ou pas ? Ça dépend de mes revenus et de mon patrimoine. Si je gagne 10 millions par an ou que j'ai 3 appartes de 100 mètres carrés à Paris, ou les deux, ma dette de 1 million est ridicule. Par contre, si t'es au SMIC et simplement propriétaire de ton vieux VTT de quand t'avais 10 ans, là, ça va pas être pareil. Les 1 million de dettes, tu vas avoir du mal à les rembourser ou à te refinancer. Et donc c'est pour ça qu'on rapporte la dette des États à leur PIB. Le PIB, c'est un peu l'équivalent du salaire de la nation. C'est la somme des revenus des travailleurs plus les bénéfices des entreprises. Alors, pour être précis, le PIB, c'est la somme de ce qui est consommé par la nation. Le salaire de la nation, ce serait plutôt le RNB, le revenu national brut. Mais voilà, c'est presque pareil. Voilà, c'est presque pareil. Du coup, c'est la taille de ton activité économique, quoi. Et puis, tout le monde utilise le PIB comme référence. Bref, donc, pour évaluer le niveau d'endettement d'un État, il faut pas regarder sa dette en euros, mais plutôt le ratio de sa dette divisé par son PIB. On s'en fout que la dette augmente du moment que ça permet de booster l'activité économique, de booster le PIB. Et là, si on regarde l'évolution du ratio d'endettement de l'État, on voit qu'il augmente, ce qui signifie, est-ce que vous avez bien suivi ? Ce qui signifie qu'en fait, oui, ça a l'air d'être la merde. Si la dette publique servait bien au développement économique du pays, le PIB devrait augmenter au moins aussi vite que la dette, sinon plus. Donc la courbe devrait au pire stagner, au mieux s'en aller vers le bas. Si elle s'en va vers le haut, c'est qu'il y a un truc qui cloche. L'endettement public n'est pas efficace. 100 € de dette rapporte moins de 100 € de PIB. Sauf que, attention au faux procès, c'est pas que la dette publique qui est inefficace, c'est la dette en général qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un État, c'est un acteur macroéconomique. Son rôle, c'est d'investir ou d'aider là où le secteur privé n'arrive pas à fournir. C'est pour ça qu'on compare la dette publique aux revenus de la nation tout entière, au PIB, et pas juste aux recettes publiques. L'État n'agit pas nécessairement pour augmenter ses propres revenus, comme le ferait une entreprise ou un particulier, il agit dans le but d'augmenter les revenus de la nation. Maintenant, quels sont les autres acteurs macroéconomiques ? C'est l'ensemble des ménages ainsi que l'ensemble des entreprises. Si chaque ménage et entreprise agit pour sa propre survie, en quelque sorte, l'action collective de tous les secteurs privés doit permettre à la nation de s'enrichir, donc au PIB de grimper. Donc, on rajoute les courbes de la dette des ménages et de celle des entreprises. Et là, vous voyez que les 3 courbes ont tendance à grimper, ménages, entreprises et État. Toutes les dettes sont de plus en plus inefficaces à générer de l'activité économique, à générer du PIB. Et ça date pas d'hier, c'est une tendance de fond qui dure depuis des années. Mais alors, il va où l'argent de cette dette du coup ? En fait, le PIB enregistre toutes les transactions qui permettent d'acheter du neuf, de la production neuve, biens et services. Donc, un appart neuf, c'est dans le PIB. Les travaux de rénovation dans un vieil appart, c'est aussi dans le PIB. Par contre, la revente d'un vieil appart, alors, sauf la commission de l'agence immobilière et les frais de notaire, ça, c'est pas dans le PIB. Donc, si la dette ne sert pas à financer des transactions productives, c'est qu'elle sert à financer des transactions de biens d'occasion. Et où est-ce que tu trouves des marchés de l'occasion avec des prix qui n'arrêtent pas de grimper et donc qui nécessitent toujours plus d'argent pour tourner ? L'immobilier et la bourse. Et voilà. C'est la définition de la spéculation, des prix qui montent dans des marchés déconnectés de la sphère productive, déconnectés du PIB. Donc une bonne partie de l'argent de la dette ne va pas dans l'économie réelle. Les financiers spéculent plus qu'ils ne financent l'économie. Ça veut dire que la dette qui augmente partout dans le monde, c'est pas le symptôme de secteurs publics qui font n'importe quoi. On l'a vu, le secteur privé ne fait pas mieux. C'est le symptôme d'un capitalisme qui va chercher des profits faciles dans la spéculation plutôt que dans la production. Donc oui, la dette qui grimpe plus vite que le PIB, c'est un souci. Mais comme tous les acteurs macro sont concernés, c'est bien le capitalisme en général qu'il faut interroger.
Bon, alors, pour revenir à nos courbes, là, on voit quand même un retournement en 2021. Hein, ça se met à baisser. La dette publique est passée de 132 à 105% du PIB. Celle des entreprises de 238 à 214. Depuis 2021, la dette semble ne plus être spéculative. Comme quoi, finalement, on a peut-être fini par réparer le capitalisme. La dette servirait-elle enfin à fabriquer du PIB plutôt que de la spéculation ? Eh ben non. Non, ouais, c'était une blague. En fait, ce qu'on voit à partir de 2021, c'est l'effet de l'inflation. Le PIB de la France et de tous les autres pays du monde monte mécaniquement grâce à la hausse des prix, de l'énergie, de la nourriture, tous ces trucs-là. Mais la dette, elle n'est pas impactée par l'inflation. Bah oui, c'est logique, regardez. Mettons que votre salaire c'est 100 € et que vous vous endettez à hauteur de 100 € remboursables dans 5 ans. Ça fait que votre ratio dette sur revenu est de 100% au départ. Maintenant, imaginez qu'à la fin de la première année, vous avez obtenu une augmentation pour compenser l'inflation, vos revenus ont grimpé à 105 €. Votre ratio s'est amélioré parce que vos revenus ont augmenté, mais pas votre dette. Finalement, si vos revenus grimpent de 5% tous les ans, et au bout de 5 ans, votre ratio d'endettement n'est plus que de 78%. Ça veut dire que depuis 2021, les courbes de dette sur PIB qui baissent sont davantage dues à l'inflation qui gonfle les PIB un peu partout dans le monde et pas à la diminution de la spéculation ou à l'augmentation de la production économique. Bon, on n'a pas fini avec la technique technico-financière, mais on va faire une petite pause pour parler de l'éléphant dans la pièce. Parce que je vois bien, là, y en a qui se dandinent dans leur fauteuil, là, prêts à écrire un commentaire incendiaire sur notre définition de l'efficacité de la dette. Et oui, on sait bien que le PIB est un indicateur tout pété. En réalité, une vraie dette soutenable, c'est pas simplement une dette qui génère du PIB. Si on choisissait de s'endetter pour garantir un logement à tout le monde, par exemple, est-ce que cette dépense serait rentable du point de vue du PIB ? C'est difficile à dire. De toute façon, est-ce que c'est bien ça l'indicateur pertinent ? Heureusement que quand il y a eu le Covid, on s'est pas dit alors attendez, est-ce qu'essayer de sauver les gens, ça va rapporter du PIB là ? Parce que si vous pouvez pas me le démontrer par A plus B, moi je... Et oui, et c'est particulièrement important de comprendre ça quand on parle de dépenses publiques. Parce que autant les entreprises et les particuliers sont complètement pris dans des contraintes de rentabilité, il faut bien finir le mois et, si possible, sans agio, et il faut bien être rentable sinon les actionnaires vont nous lâcher, autant l'État, lui, est le seul acteur à pouvoir essayer de s'extraire de ces contraintes, à justement pouvoir essayer de faire des choses qui, bien que très utiles et éthiques, ne sont pas forcément rentables du point de vue de son budget ou même du PIB. Et puis, il faut bien comprendre ce qu'un État en déficit, donc qui s'endette toujours plus, signifie d'un point de vue macro. Les bénéfices des uns viennent forcément des déficits des autres. Pour gagner plus que ce qu'on dépense, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face qui fasse l'inverse, qui dépense plus que ce qu'il gagne. C'est une loi comptable, une tautologie. Or, qui devrait être déficitaire pour que les autres soient bénéficiaires ? Qui devrait être dans le rouge tous les mois pour que les autres soient dans le vert ? Et oui, quand l'État réduit son déficit public de X milliards comptablement, il réduit d'autant de milliards les excédents budgétaires des ménages et des entreprises. Moins de rouge égale moins de vert. De ce point de vue, est-ce que le plus pertinent, ce serait pas plutôt la direction des dépenses publiques, donc à qui on envoie des sous et pourquoi, plutôt que le montant du déficit et donc la dette ? Les États seraient faits pour s'endetter, ils seraient faits pour être dans le rouge, parce qu'ils seraient faits pour aider les gens à être dans le vert. Gardez ça dans un coin de votre tête pour réfléchir au calme un peu plus tard. C'était la pause, on retourne dans le dur. Bon, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, les taux d'intérêt. Parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, il semblerait que ce soit ça qui finisse par nous tuer, le coût des intérêts de la dette. Nous avons accumulé, au cours des dernières années, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Ça va nous coûter plus de 50 milliards d'euros par an. Le service de la dette, les intérêts que nous versons à nos créanciers, c'est le deuxième budget de l'État. Alors, le deuxième poste de dépense, ça dépend de comment on compte. Dans les tableaux de l'INSEE des comptes de la nation, quand on prend les dépenses de l'État, on tombe sur ça pour 2022. C'est ce qu'on a de plus récent pour l'instant. Donc même si en 2024, avec plus de 50 milliards, les intérêts de la dette de l'État passeront au-dessus du budget de la défense, ça restera largement en dessous des affaires économiques, des services généraux et de l'enseignement. Plutôt 4e poste de dépense, donc d'après l'INSEE. Mais en plus, si on prend les dépenses des administrations publiques, donc pas que de l'État, mais aussi de la Sécu et des collectivités, là on obtient un truc beaucoup moins anxiogène. Les dépenses de santé et de protection sociale, donc en comptant les retraites, les allocs, les remboursements de médicaments, sont évidemment bien supérieurs aux intérêts de la dette publique. Et si jamais il y en a qui se disent que quand même 50 milliards pour les prêteurs qui sont déjà méga riches, c'est un scandale. J'ai deux petites infos pour vous. Numéro 1, si on regarde l'historique de la dépense d'intérêt de l'État, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas au plus haut ever.
L'État français n'est pas en train de se saigner comme jamais pour payer les intérêts de la dette. Mais surtout, et c'est mon deuxième point, le taux d'intérêt moyen de la dette en 2023, c'était 1,7%. Les prêteurs ont touché en moyenne 1,7% sur la somme qu'ils ont prêtée. Sauf que l'inflation, elle était de 3,7% en 2023. Conclusion, le pouvoir d'achat de ceux qui prêtent à la France est en réalité en train de se réduire. Depuis 2021, les versements d'intérêts de l'État ne suffisent pas à compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation des prêteurs. Donc non, l'État a beau payer 20 milliards de plus qu'en 2020 en intérêts, ça n'enrichit pas le grand capital, ni les épargnants qui ont de l'assurance vie. C'est plutôt l'inverse. Ce qui nous amène à la question qui doit désormais vous brûler les lèvres. Si on les paie moins que ce qu'ils perdent via l'inflation, est-ce que les marchés financiers risqueraient pas de nous lâcher, là ? De ne plus vouloir prêter à la France ? Imaginez que vous m'avez prêté 100 €. Ouais. Et puis moi, un jour, comme ça, je viens et je vous dis « Ah ben non, les 100 €, je ne vais pas vous les rembourser. » La conséquence, c'est que vous me prêterez plus jamais. Or, si les épargnants du monde entier ne veulent plus prêter à la France, ça c'est très grave. Parce que la France, elle a très régulièrement besoin d'emprunter. On l'a vu, les politiques jouent sur le terme de remboursement de la dette au sens où on le comprend, nous, rembourser avec nos revenus, comme si l'État était un individu comme vous et moi. Mais encore une fois, l'État ne s'endette pas de la même façon que vous et moi, simples mortels. Et surtout, comme on l'a dit, la dette française est parfaitement remboursée à l'heure actuelle. Ceux qui prêtent récupèrent systématiquement leur mise plus les intérêts. L'État français rembourse déjà rubis sur l'ongle. Simplement, il rembourse avec de la nouvelle dette. Si bien que le souci, c'est pas si on ne nous rembourse pas, on nous prêtera pas, c'est l'inverse. Si on ne nous prête pas, on remboursera pas. Et oui, on emprunte à Paul pour rembourser à Jacques, mais qu'est-ce qu'on fait si Paul ne veut pas prêter ? Et c'est là que c'est complètement autoréalisateur. Les marchés financiers prêtent à l'État pour que l'État finance son déficit certes, mais surtout pour qu'il rembourse les marchés financiers. Alors, c'est pas toujours exactement les mêmes acteurs dans les marchés financiers, enfin, quoique ça dépend, mais il n'empêche que le véritable enjeu de la mécanique de la dette publique, c'est comment convaincre les marchés financiers de prêter. Alors, là, il y a plusieurs choses à dire. Premier élément, ne surtout pas emprunter dans une monnaie qu'on ne contrôle pas. Les administrations publiques japonaises, par exemple, sont endettées à hauteur de 232% de leur PIB. C'est 2 fois plus que la France, qui est à 114%. Pourquoi les marchés financiers ne refusent-ils pas de prêter au gouvernement japonais ? Il y a plein de raisons, mais la première, l'État japonais emprunte en yens. Et le yen est une monnaie contrôlée par l'État japonais. Et oui, qui vote les lois ? Qui décide de ne pas nationaliser les banques ? Qui donne plus ou moins d'indépendance à la banque centrale, la banque des banques, qui peut décider d'imprimer des yens à l'infini sans aucun risque de faillite ? C'est l'État japonais. Donc le risque qu'il ne rembourse pas une dette dans une monnaie qu'il contrôle est méga rikiki. Alors pourquoi se priver de lui prêter et de toucher des intérêts ? Même s'ils sont plus faibles que l'inflation, c'est toujours ça de prix. Une dette publique, si elle est dénominée en monnaie nationale, n'a aucun risque de non-remboursement. C'est un placement financier sans risque. Donc les marchés financiers, parce que les épargnants sont souvent frileux niveau risque, sont ultra demandeurs de ce genre de placement et ne refuseront jamais de prêter. Ils peuvent demander un taux d'intérêt un peu plus élevé, ça oui, mais ils peuvent pas vraiment refuser de prêter. Ce qui nous amène à la situation inverse, le fait d'emprunter dans une monnaie qu'on ne contrôle pas. Des États qui ont fait faillite dans l'histoire, il y en a des tas. Mais, dans l'histoire moderne en tout cas, la cause est quasi toujours la même, l'État en question s'est endetté dans une monnaie qu'il ne contrôlait pas. J'ai nommé le dollar. Bon, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le cas du défaut de la dette argentine sur Stupid Economics. Oui, parce que quand on est un pays en développement, des entreprises qui ont les compétences pour fabriquer les infrastructures dont on a besoin pour que son économie se lance, elles se trouvent dans les pays riches. Ça veut dire que ces pays doivent demander à des entreprises étrangères de bien vouloir venir construire des trucs chez eux. Mais les entreprises étrangères, elles refusent de se faire payer en peso argentin, en livre libanaise ou en livre turc. Pas possible de payer en monnaie locale. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des monnaies de pays riches. Elles sont trop instables, leur cours varie de manière trop importante. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour devenir un pays riche, ce serait super utile de pouvoir payer des entreprises étrangères dans une monnaie qu'on contrôle. Mais les marchés financiers n'accordent ça qu'aux pays déjà riches, ceux qui en ont le moins besoin. Bref, donc pas le choix. Les pays du Sud doivent emprunter des dollars, la monnaie du commerce international. Ils ne peuvent pas piocher dans leur épargne ou compter sur leur planche à billets. Et là, sans rentrer dans des histoires trop techniques de taux d'intérêt non maîtrisés ou d'attaques spéculatives sur leurs devises, disons simplement que le fait de n'avoir aucun contrôle politique sur les institutions financières de la monnaie dans laquelle ils empruntent, ça devient une énorme faiblesse s'il y a un bras de fer qui s'engage avec les marchés financiers.
Et pourquoi un bras de fer devrait s'engager? Pour 1001 raisons. Depuis des financiers puissants qui décident qu'ils n'aiment pas la politique du pays, en passant par des variations importantes du prix, toujours en dollars, des matières premières, jusque la Banque centrale américaine, celle qui contrôle le dollar, qui décide de grimper ses taux d'intérêt. Peu importe les détails, si ça vous intéresse, on pourra faire un épisode dédié, mais en gros, les États qui font faillite sont très souvent des États qui ne sont pas les États-Unis, mais qui ont emprunté en dollars. Et alors la France? Elle est dans quelle situation, hein? En France, on emprunte en euros, pas en dollars, c'est déjà ça. Mais pourtant, est-ce qu'on peut dire que la France contrôle sa monnaie? Pas autant qu'ailleurs. L'euro est une construction politique qui rassemble 19 pays. Alors, est-ce qu'il y a un risque que les marchés financiers nous la fassent à l'envers? Eh ben non, très probablement pas. Pourquoi? Simplement à cause de la taille des marchés de la dette française. C'est pas très compliqué. Bon, j'ai mis un petit peu de temps, mais vous allez comprendre. Les financiers, donc les fonds dont on a parlé tout à l'heure, qui se voient confier des euros des classes moyennes et supérieures européennes, doivent acheter des produits financiers européens, des produits financiers qui ont un prix en euros. Il y a moyen d'acheter des produits financiers dans d'autres monnaies, mais pour des raisons techniques, ça peut pas être en trop grande quantité. Ensuite, parmi les produits financiers, les fonds doivent aussi acheter une majorité de dettes publiques. Ça, c'est lié au fait que les épargnants qui font confiance aux financiers veulent éviter de prendre trop de risques. Or, le placement le plus sûr des marchés, c'est toujours la dette publique. C'est elle qui a le moins de risques de ne pas être remboursée. Donc, imaginez que vous êtes un financier. Première contrainte, on vous a confié des sous qu'il va falloir dépenser en totalité. Deuxième contrainte, parce que ce sont des euros que vous avez dans la poche, il faut dépenser presque tout dans l'épicerie européenne. Troisième contrainte, vous pouvez acheter un peu de tout, mais les gens veulent surtout des patates. Les patates, c'est la dette publique. Donc, il y a les patates allemandes, les patates françaises, les patates grecques, enfin, vous avez compris quoi, il y a 19 nationalités de patates différentes dans l'épicerie. Maintenant, question. Mettons que parce que la politique du pays ne vous plaît pas, vous ne voulez pas de patates françaises. Est-ce qu'il est possible de ne pas en acheter, tout en respectant les 3 contraintes? Eh ben non. Parce que dans toutes les patates dispo, 25% d'entre elles sont françaises. C'est beaucoup trop. Sans en prendre, c'est pas possible de dépenser tous les sous et avoir une majorité de patates. Autant vous pouvez vous passer des patates grecques, 3% du total, portugaises, 2%, les patates irlandaises, 2% aussi. C'est pour ça que ce sont ces pays qui se sont fait épingler lors de la crise de l'euro. Mais vous pouvez pas éviter les patates françaises, italiennes, allemandes et espagnoles. Sinon, vous ne respectez pas le contrat passé avec vos clients, les épargnants. Donc non, les marchés financiers ne risquent pas de nous lâcher. La France est too big to fail. Et ça marche même pour les patates françaises détenues par les étrangers. Vous savez, 29% de la dette publique de la France est détenue par des fonds qui ne sont pas européens. Mais n'empêche que les fonds étrangers qui achètent de la dette française, ils ont des euros à placer. Donc ils doivent bien acheter des produits financiers dénominés en euros. La même logique s'applique à eux. Les grosses dettes européennes sont inévitables parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose à acheter. Bon, on pourrait vous emmener encore plus loin dans le rabbit hole des mécanismes financiers qui font que la dette publique est ultra importante pour les marchés. Si vous voulez vous amuser, allez voir ma vidéo sur le shadow banking sur ma chaîne. Pour conclure là-dessus, la France ne peut pas être comparée à l'Argentine, la Turquie, le Liban, le Venezuela, que sais-je, parce qu'elle n'emprunte pas en dollars. Toute comparaison avec ce type de pays est complètement vaine, en tout cas pour ce qui est d'un éventuel défaut. En revanche, on ne peut pas dire non plus que la France est dans la situation des États-Unis, de la Chine, du Japon, parce que eux empruntent dans une monnaie qu'ils contrôlent parfaitement. En fait, c'est la situation de tous les pays de la zone euro qui est un peu particulière. Cela dit, ce que vous pouvez retenir, c'est que le rapport de force avec les marchés financiers se joue beaucoup au niveau de la quantité de dette. Ce qui fait que la France a très peu de chances de perdre un éventuel bras de fer avec les marchés, c'est que ceux-ci ne peuvent pas se passer de sa dette. Il n'y a pas suffisamment d'autres choses à acheter. Encore une fois, la dette d'un État, particulièrement d'un État riche, c'est avant tout un placement financier. C'est très attractif et les marchés financiers adorent ça. Bon, maintenant qu'on a vu que la dette en soi, c'est pas un problème financier, on sait la rembourser sans en passer par des hausses d'impôts, on sait la refinancer, on ne manque pas de prêteurs, on a même la planche à billets des banques. Donc finalement, la vraie question qui compte, c'est à quoi elle sert cette dette ? Parce qu'on l'a dit, pour l'instant en France, on s'endette, mais la croissance, elle suit pas. Et donc, on dépense énormément d'argent sans que ça se voit sur la croissance. Est-ce que vous avez l'impression que ça se voit sur l'école? Est-ce que vous avez l'impression que ça se voit sur la santé? Est-ce que vous avez l'impression que ça se voit sur l'efficacité de l'armée? On peut se poser ces questions. Et c'est vrai que ça pose question. On voit pas cette dette contribuer à améliorer le niveau de vie des Français en général. On vous le disait tout à l'heure, cette dette a surtout l'air d'alimenter les marchés spéculatifs. Et on va préciser un petit peu ça.
Fondamentalement, la spéculation, c'est l'augmentation des prix de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà possédé. La conséquence, c'est que ça enrichit les possédants, ça crée des sortes de rentes. Ce qui montre que c'est bien la spéculation qui les enrichit, c'est qu'en France, les inégalités sur les salaires augmentent, mais n'ont pas explosé. Le système de redistribution joue son rôle et permet de préserver une classe moyenne assez large. Ce qui a explosé par contre, ce sont les inégalités de patrimoine. Des patrimoines constitués d'immobilier et de placements financiers, surtout des actions. C'est aussi pour ça qu'on peut suspecter qu'une partie de la dette publique mais aussi dette privée, alimente des secteurs non productifs. Cet enrichissement improductif se fait au détriment d'une partie de la population, celles et ceux qui ne possèdent pas. Les foyers modestes et les jeunes ressentent directement cet effet, notamment via l'augmentation du prix de l'immobilier. Mais ça se ressent aussi politiquement, puisque l'envolée des valeurs boursières a favorisé les plus aisés, qui détenaient déjà du patrimoine, mais surtout, elle a permis le retour des grandes familles fortunées, toujours plus riches, et qui visiblement souhaitent influencer la politique à leur avantage. C'est clairement ce qu'ils font quand ils achètent des médias, quand leurs ressources permettent d'accéder à une fiscalité ou à une justice parallèle, ou quand ils financent des campagnes politiques. Dans ces conditions, une dette qui ne va pas forcément dans l'économie réelle, mais qui sert à faire gonfler la valeur du patrimoine déjà existant au détriment des intérêts du plus grand nombre, peut difficilement être comprise comme une bonne dette. Bon alors, comment est-ce qu'on passe d'une mauvaise dette à une bonne dette ? Il y a plein de façons d'aborder cette question, mais un des points qui nous semble central, c'est celui des contre-pouvoirs. Il faut que les personnes qui prennent les décisions rendent des comptes. Il faut que la population puisse être au courant de ce qui est fait, que ce soit par des enquêtes de police, des décisions de justice ou des exposés dans la presse, et que, à la vue des éléments apportés, la population puisse décider de changer de politique ou de gouvernement. Et ça, c'est pas anecdotique, parce que quand on regarde autour de nous, dans les autres pays, les plus gros dommages économiques ne sont pas liés à des dépenses d'éducation ou de santé trop élevées, parce que généralement ces dépenses ont une utilité, un effet positif, même si c'est pas forcément dans le PIB, ça contrebalance la dette. En fait, les désastres économiques sont surtout liés à la corruption du pouvoir. C'est le détournement de fonds publics au profit des amis. C'est les campagnes de propagande avec des projets d'infrastructures inutiles et démesurés, ou bien les cultes de la personnalité qui ruinent des États sans apporter rien de tangible pour la majorité de la population. C'est pour ça qu'il nous semble que le premier critère pour avoir une bonne dette publique, c'est qu'elle soit souscrite en connaissance de cause et avec l'accord de la population. Le deuxième point important pour faire une bonne dette, c'est de s'intéresser à sa soutenabilité, et donc de penser au futur. Bon, mais j'aime pas trop cette distinction entre la bonne dette et la mauvaise dette, les bons investissements et les mauvais investissements. La formation, l'éducation, comptablement, c'est pas une dépense d'investissement, c'est une dépense de fonctionnement, c'est des salaires, des profs essentiellement. Je pense que c'est plus utile que bien des investissements publics sous forme d'infrastructures qui peuvent avoir une utilité assez faible. Donc je suis un peu mal à l'aise avec cette distinction entre bonnes dépenses, mauvaises dépenses, surtout par grande catégorie comme ça. Alors, on peut pas faire de différence trop nette entre ce qu'on appelle des coûts de fonctionnement d'un côté et des investissements de l'autre. Parce qu'en fait, les coûts de fonctionnement, on peut aussi considérer ça comme des investissements. La comptabilité officielle considère que seule une infrastructure est un investissement. Genre, construire un hôpital, c'est investir. Mais est-ce que des hôpitaux en déficit, c'est pas aussi de l'investissement ? C'est une forme d'investissement permanent dans la santé de la population. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'appeler une dépense investissement, au sens de la comptabilité nationale, pour que ce soit de la bonne dette. Dans tous les cas, le plus important, c'est que les dépenses liées à la dette doivent être comprises comme un pari sur le futur. On s'endette quand on pense que notre intérêt à emprunter, qui ne se compte pas toujours en euros, dépasse le coût d'emprunt, qui lui non plus ne se compte pas forcément en euros. Après, personne ne peut nous garantir à 100% qu'une dépense sera utile. Ça reste un pari. La seule chose qu'on peut faire, c'est, en se basant sur des connaissances aussi éprouvées que possible sur le fonctionnement de notre monde, faire des dépenses qui doivent permettre de rendre possible le futur que nous avons collectivement choisi. Aujourd'hui, le pari qui est au cœur de l'idéologie du macronisme, c'est pas de s'endetter pour renforcer les services publics ou investir dans la transition écologique, c'est de le faire pour financer des cadeaux fiscaux aux entreprises. Cadeaux qui auraient dû être compensés par une croissance économique et faire de la dette de Macron une dette utile. Parce que pour le coup, comme on l'a montré dans notre premier épisode d'Argent Magique, c'est plutôt un échec. Non, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, les mêmes qui ont creusé la dette avec des politiques de l'offre inefficaces nous expliquent que maintenant, il faut réduire la dette à tout prix, à coup de coupures budgétaires, c'est-à-dire de politiques austéritaires. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement. Alors c'est toujours la même rengaine, on ne peut pas taxer plus, le privé fait mieux que le public, bref,
toutes ces politiques sont toujours motivées par des intérêts privés plutôt que par la prospérité du plus grand nombre. Et puisque le but c'est de construire un bon avenir, ce serait quand même dommage de ne pas viser la prospérité du plus grand nombre. Et cette prospérité, elle doit sans aucun doute prendre en compte la question écologique. Rappelez-vous Barnier. Mais si, l'ancien Premier ministre, là, lors de son discours de politique générale, il avait dit ça. Une exigence d'abord, la réduction de notre double dette budgétaire et écologique. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette phrase, et ce qui avait marqué la presse à ce moment-là, c'est de mentionner la dette écologique sur la même logique que les questions budgétaires. Sauf qu'en fait, il prend le problème à l'envers, parce que la dette budgétaire peut être utilisée pour diminuer la dette écologique. Les coûts de la prévention et de l'adaptation climatique sont inévitables, même à court terme. On va refaire le même point épisode après épisode, mais encore tout récemment, les désastres climatiques ont continué leur destruction, que ce soit des cyclones qui ont ravagé un département français, ou des incendies catastrophiques en plein hiver dans une des villes les plus riches du monde. Attends, l'hiver, c'est pas l'été là-bas? Et ben non, parce que la Californie c'est dans l'hémisphère nord, donc plein hiver. Oh, bah oui, il n'y a plus de saison. Donc dans notre pari sur le futur, il est important d'inclure cette problématique, que ces dommages vont augmenter d'année en année. La CCR, une caisse de réassurance publique française, mentionne dans son rapport 2023 que chaque euro investi aujourd'hui dans la prévention des inondations, c'est 3 € de dommages évités d'ici à 2050. Ça a l'air d'être un bon placement, ça vaut peut-être le coup de s'endetter. Sans compter que ne pas faire cet investissement, c'est parier que les inondations vont s'arrêter à la frontière espagnole ou allemande, et qu'elles vont pas causer tant de dommages que ça. Je sais pas si vous êtes prêts à faire ce genre de pari. Et ça, c'est juste un exemple sur la prévention des inondations. Mais on peut essayer d'avoir une approche similaire sur beaucoup de sujets, l'éducation, les infrastructures, etc. Ce sont des dépenses qui, a priori, et en sachant qu'on n'a pas tant de problèmes à se refinancer, valent le coup de s'endetter aujourd'hui pour notre avenir. Donc, une bonne dette aujourd'hui peut améliorer notre résilience future, surtout par rapport à des phénomènes aussi prévisibles. Alors peut-être que pour nos enfants, nous avons intérêt à augmenter notre dette publique. Parce que moi, pour mon petit baby, là, plutôt que d'avoir un pays sans dette publique, je préférais lui laisser un pays qui fonctionne, avec une économie qui marche bien, sans un réchauffement climatique trop vénère, sans inégalités totalement injustes qui foutent la haine, là, sans un stress permanent de perdre son emploi ou de manquer d'argent pour finir le mois. Et donc, pour arriver à ça, on a besoin d'une bonne dette. Donc, on récapitule. On a besoin de s'assurer d'avoir divers contre-pouvoirs pour informer, enquêter et juger, s'assurer que la dette aille dans des secteurs utiles qui ont un impact sur la qualité de vie des citoyens présents et futurs, et d'avoir une vision d'avenir, une idée de ce qu'est la France, de ce que nous voulons en faire et de ce dont elle a et aura besoin. Bon, en attendant que mon petit bout de chou soit adulte et vive dans un paradis sans violence, sans pauvreté et surtout sans Manuel Valls au gouvernement, ceux qui ont besoin de votre argent pour faire office de contre-pouvoir qui nous alertent sur la mauvaise utilisation de la dette, c'est Blast. En plus, eux, ils peuvent pas refinancer leur dette parce que c'est pas des patates, malheureusement. Donc n'hésitez pas à donner si vous le pouvez. N'oubliez pas non plus nos chaînes pour plus de contenu économique et on se retrouve le mois prochain. Le deuxième point important pour faire une bonne dette, c'est de s'intéresser à sa sustainability. Excusez-moi. Sustainability. The second point. Les marchés peuvent-ils... Merde. Je pense que ça marche.